Bonjour à toutes et à tous. Jacques Raynal, le ministre des Solidarités et de la Santé, est notre invité café ce jeudi matin. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Marouki, Alors, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. L'actualité n'est pas très réjouissante pour vous avec la rotonde de l'hôpital du Taonnet qui a été évacuée hier. La décision a été prise. Fragilité du bâtiment. Déjà, où est-ce que les services ont été transférés? Je pense notamment au centre d'appel du SAMU. Alors, pour ce qui concerne les évacuations, ce sont des processus qui sont quand même un petit peu plus longs que ce que l'on peut dire actuellement. Voilà, donc pour le SAMU et le centre 15, c'est l'hôpital lui-même qui gère cette disposition, et donc pour l'instant je n'ai pas de détails sur le lieu sur lequel ils vont être repositionnés. Par contre, pour ce qui concerne le service des Tuamotu-Gambier, le dispensaire de consultation des Tuamotu-Gambier, celui-ci va être positionné dans un immeuble qui est près de la CPS, qui est l'immeuble de l'hygiène, du service d'hygiène territoriale. Donc ceci se fera dans le courant des jours qui viennent. Vous comprenez bien que techniquement il y a des besoins de positionnement de lignes téléphoniques, enfin tout un tas de bureaux, de déménagement, de réaménagement de bureaux, donc ça ne se fait pas en 5 minutes. Hein. Alors l'ennui, c'est donc cette rotonde qui fortuitement sur laquelle on a découvert un défaut dans le béton. C'est la qualité du ciment qui est remise en cause. Voilà, c'est cela. Alors, en fait, il s'agissait d'installer sur cette rotonde un service d'hémodialyse. Et à l'occasion de travaux de réalisation pour mettre en place ce service, eh bien, les ouvriers se sont rendus compte que le béton ne paraissait pas tout à fait homogène, voilà, suffisamment homogène. Et donc, des études ont été faites, des cabinets spécialisés se sont penchés sur la qualité du béton, et toutes les études démontrent qu'il y a une faille dans cette qualité du béton. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans l'obligation d'évacuer les personnes qui se trouvent là, bien que le risque soit probablement limité, mais c'est le principe de précaution qui prévaut. Comment ça se fait que ces failles ne sont détectées que maintenant? Parce que le bâtiment a été livré en 2011, il y a eu des études qui ont été faites, il y a même eu des autorisations d'occupation, notamment pour recevoir du public, qui ont été délivrées. Tout à fait. Et tout à donc, fait. Toutes les autorisations étaient délivrées et validées par les services de la Socotec notamment, qui est un service spécialisé dans ces autorisations-là. Et je dirais presque heureusement que nous avons eu à réaliser certains travaux qui nous ont permis de détecter cette faille qui n'était pas visible spécifiquement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fissuration, il n'y avait pas de mouvement de dalle ou autre, il n'y avait rien qui laissait présager cette faille dans le béton. En apparence, le bâtiment semble solide. Oui, tout à fait, mais même personnellement, je pense que il est suffisamment solide, mais nous sommes quand même dans l'obligation d'appliquer ce fameux principe de précaution et de ne pas mettre les populations et les personnes qui se trouvent dans ce bâtiment en risque de danger. Dans un premier temps, il faut bien sûr gérer ces évacuations pour replacer justement les bureaux des différents services qui y sont installés, mais ensuite, dans un second temps, qu'est-ce que vous prévoyez pour ce bâtiment? Est-ce qu'il y aura des travaux? Bien sûr qu'il va falloir maintenant, que lorsque l'on aura évacué les personnes, il va falloir maintenant envisager qu'est-ce que l'on fait de ce bâtiment. Est-ce qu'on le maintient et en le consolidant d'une certaine façon? Ça, ce sont les techniciens qui vont nous le dire. Est-ce que c'est possible ou pas? Et sinon, alors là, c'est la grosse catastrophe, hein, parce que financièrement, c'est quelque chose qui coûte très cher. S'il faut le reconstruire, voilà. Donc, nous sommes encore dans l'expectative sur ce plan-là. En tout cas, pendant plusieurs mois, il ne sera plus occupé. Tout à fait, c'est exact. Est-ce qu'on peut du coup s'interroger sur la solidité du bâtiment principal de l'hôpital du Taonnet? Est-ce que le ciment n'est pas aussi fragile à l'hôpital du Taonnet? Eh bien, on espère que non, mais bien évidemment que l'on va quand même réaliser un certain nombre d'études à ce propos, ne serait-ce que pour s'en assurer.
Mais les deux bâtiments n'ont pas été construits tout à fait au même moment. Et par le même maître d'œuvre? Ça, je ne peux pas vous répondre exactement parce que il y a les sociétés ont changé. C'est SMPP Sogeba sur le grand bâtiment. Et je crois que c'est Fiumarella sur La la rotonde. rotonde, mais j'en suis pas certain. Donc, pour l'instant, on est en train d'étudier toutes ces questions-là. Alors, Monsieur le ministre, on va mettre le sujet de la rotonde de côté. On va parler des campagnes, des différentes campagnes mises en place de lutte contre la filarose et de lutte contre la consommation de sel. Ce sont deux campagnes fortes de l'année pour le ministère de la Santé. Tout à fait. Et à côté des mauvaises nouvelles que l'on peut avoir, vous voyez, il y en a quand même quelques-unes qui sont bonnes, notamment en ce qui concerne la maladie, donc la filariose, le mariri, Qui comme on dit recule. ici, qui, oui, et qui est en passe d'être éliminée. Hein. Vraiment, c'est un grand succès de la santé publique qui applique un programme De de l'OMS. l'OMS depuis 1999. Il a été mis en place ce programme. C'est la POD, ce qu'on appelle la POD, la prise observée des distributions du médicament. Et les études qui ont été réalisées récemment sur des échantillons de population ont démontré que dans les archipels, il y avait une très nette diminution du risque de transmission de la maladie. Mm. Donc, ce qui va permettre d'appliquer une stratégie plus ciblée et notamment la distribution de ces médicaments pour lutter contre la filariose Au Marquis sera Sud et aux îles possible, Soulevant. sera surtout ciblée sur les Marquises Sud et sur les îles Soulevant. La consommation de sel, Monsieur le ministre, c'est un fléau chez nous. Oui, oui, il n'y a pas que chez nous, hein, puisque ce sont des recommandations qui sont faites dans de nombreux pays. C'est-à-dire que l'alimentation à l'heure actuelle est salée, est très salée, et ceci pour une histoire de goût, de rehaussement du goût et des aliments. Alors, les préparations industrielles sont faites de telle façon que le goût disparaît un petit peu, et donc pour rehausser le goût, les industriels mettent du sel dans l'alimentation. La recommandation qui est faite à l'heure actuelle, c'est limiter la consommation de produits salés, Salé. particulièrement salés, pour des raisons de risque de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, en particulier l'hypertension. Voilà. Donc, on recommande aux gens de faire attention au sel, ce qui ne veut pas dire que le sel soit un poison, mais il faut faire attention de ne pas manger trop de produits salés en même temps. Des habitudes à changer, Voilà, et ça va mettre plusieurs années. Ça a commencé déjà il y a 2 ans, je crois, avec Béatrice oui, Chancin qui avait lancé c'est un peu cela, cela. oui. C'est de toute façon tout ce qui est comportemental met du temps à être corrigé, mais c'est la raison de la répétition de ces spots ou autres informations qui peuvent être délivrées à la population. Une autre question, on va bientôt avoir terminé avec cet invité café. Monsieur le ministre, la dépêche de Tahiti évoquait hier des fraudes au régime des non-salariés, des fraudes qui impliqueraient des médecins libéraux. En fait, ce ne sont pas vraiment des fraudes, mais car c'est légal, on parle plutôt de failles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces médecins peuvent en venir à payer moins de charges qu'ils ne devraient? Il y a une disposition dans les textes qui sont à l'heure actuelle valides, une disposition qui fait que si vous êtes salarié par une société, eh bien le régime des salariés prévaut sur les autres. Oui. C'est-à-dire que vous êtes automatiquement inscrit dans le régime des salariés. Certains, donc, font en sorte de ne pas être salariés. C'est-à-dire que certaines professions libérales, notamment les médecins, mais probablement d'autres également, devraient normalement être au régime des non-salariés, émarger au régime des non-salariés. Et il y a une faille dans ce texte qui laisse la prévalence du régime des salariés, et donc la création d'une société, une société anonyme à responsabilité limitée par exemple, peut permettre de cotiser uniquement au régime des salariés et d'éviter la cotisation au régime des non-salariés qui est plus élevé bien évidemment.
Et ce matin, donc, vous nous confirmez que ça fera l'objet d'une réforme. Bah, évidemment, à partir du moment où on détecte une faille qui n'avait pas été, qui n'avait pas été vue de premier abord, à partir du moment où elle est utilisée, où elle met en péril l'équilibre des régimes sociaux, c'est surtout ça qui compte. C'est pas tellement le fait que certains utilisent la faille. Ils sont dans la légalité. C'est surtout que ça risque de mettre en péril le régime des non-salariés. À ce moment-là, il faudra bien évidemment voir comment on va pouvoir corriger cette faille. Et merci donc, Monsieur le ministre, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. La prochaine fois, on parlera de la protection sociale généralisée. Tiens, avec pendant grand plaisir, 10 bonnes avec minutes. grand plaisir. Je En vous tout remercie cas, de votre invitation. C'est nous qui vous remercions et très belle journée à vous. Merci beaucoup. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.